Bonjour et bienvenue dans la 6e vidéo sur les applications linéaires. Aujourd'hui, on va attaquer la dernière partie de ce chapitre. En dimension finie, on va faire le lien entre applications linéaires et matrices. C'est un lien très important qui va vous accompagner jusqu'à la fin de l'année et puis toute la deuxième année. On commence par une définition qu'on a déjà manipulée régulièrement sans jamais l'avoir vraiment écrite, la notion de coordonnées d'un vecteur dans une base. Donc soit E un K espace vectoriel de dimension finie, B une base, disons les U1 jusqu'à UN. Et c'est le principe des bases, on sait que tout vecteur de E, W, se décompose de manière unique, comme une combinaison linéaire des vecteurs de cette base. Les scalaires qui apparaissent dans cette décomposition, on appelle ça les coordonnées de W, ça c'est ce qu'on a déjà fait. Et puis là, ce qui va nous intéresser dans la suite, c'est de noter ces coordonnées dans une matrice colonne, comme je le fais là, qu'on appelle le vecteur colonne des coordonnées de W dans BE. Donc pour préciser partout de quoi on parle, on le note comme ça. Mat pour matrice, c'est une matrice colonne. Indice BE pour dire de quelle base on parle, et le vecteur W. C'est l'occasion de rappeler que dans les bases canoniques, les vecteurs coordonnés sont évidents. C'est le principe même des bases canoniques, c'est que pour calculer les coordonnées, et bien justement il n'y a pas de calcul à faire, elles se voient tout de suite. Dans R3, le vecteur colonne des coordonnées de 1, 7, 12 dans la base canonique, justement, eh bien, la base canonique c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Pensez abscisse, ordonnée, hauteur. On n'a pas le choix, c'est immédiat, hein, c'est 1, 7, 12 eux-mêmes. Pensez en dimension 2, x, y, c'est x fois 1, 0 plus y fois 0, 1. Abscisse, ordonnée. Quand la base n'est pas canonique, il faut chercher les coordonnées. Il y a des calculs à faire, alors justement, c'est le but des exercices suivants. On regarde par exemple le premier. Dans R2, je vous donne une base qui n'est pas la base canonique, et je vous donne un vecteur, 4 moins 1, et je vous demande de le décomposer. Alors même si, comme toujours dans ce genre d'énoncé, l'énoncé a l'air implicitement de dire que c'est une base, ce BE, prenez quand même l'initiative de le vérifier. Ça vous prendra 30 secondes et ça montrera votre sérieux. Donc c'est bien une base de R2, je vous laisse y réfléchir, moi je l'ai déjà écrit à droite et puis je vais dérouler. Pourquoi c'est une base de R2 ? Bien parce qu'il y a deux vecteurs, autant que la dimension de R2, donc il suffit de vérifier qu'elle est libre. Et pourquoi elle est libre ? Bien, il n'y a que deux vecteurs non collinaires. J'en profite pour faire un petit point rapide là-dessus. J'ai entouré ce 2 en rouge pour vous rappeler que ça ne marche qu'avec deux vecteurs, cet argument. Je l'ai vu trop souvent dans vos copies généralisées à plusieurs vecteurs. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire 3 vecteurs non collinéaires ? J'en ai aucune idée. Mais peu importe le sens que vous lui donnez, c'est faux de généraliser cette chose avec plus de 2 vecteurs. La liberté, c'est quelque chose qui se montre en général par la résolution d'un système linéaire, vous savez faire. On peut aller plus vite quand il n'y a que 2 vecteurs, on sait qu'il suffit qu'ils soient non collinéaires. Là, c'est le cas. Bon, donc c'est bien une base. On sait maintenant que ce 4 moins 1 va se décomposer de manière unique. Comme ça, hein, on cherche lambda 1, lambda 2, les réels, qui vérifient cette relation. Eh bien, c'est quelque chose que vous savez faire, ça se ramène à un système linéaire qu'on résout. Donc vous résolvez, je vous laisse le résoudre, vous trouvez à la fin lambda 1, lambda 2 égale, et puis vous aurez vos coordonnées. Exercice 18, la même idée, mais juste dans un autre contexte, dans le contexte des polynômes. Donc je vous donne une base qui n'est pas la base canonique des polynômes, et voilà, je vous donne le polynôme a plus bx plus cx carré, je vous demande ses coordonnées dans cette base. Si c'était la base canonique, qui est 1x, x carré, ce serait immédiat, hein, ça se voit sur le polynôme lui-même. A fois 1 plus b fois x plus c fois x carré. Les coordonnées dans la base canonique sont a, b, c. Là vous avez une autre base, donc il y a une égalité entre une combinaison linéaire de polynômes et ce polynôme à écrire, il va falloir résoudre. Je vous rappelle que deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. Donc je vous laisse faire ça, on débriefera ensemble en live. Alors, pourquoi on s'intéresse aux vecteurs coordonnés ? Eh bien parce qu'ils permettent de ramener l'étude d'un espace vectoriel de dimension n à celle de k puissance n, ou mn1 de k, c'est la même chose.
Donc plus précisément, on a la chose suivante. Alors c'est un isomorphisme qu'on avait déjà pressenti avec le théorème sur les isomorphismes entre espaces de dimension n. Donc on le revoit sous un autre angle. Eh bien tout espace de dimension n muni d'une base B est isomorphe à l'espace des matrices colonnes de taille n. Et l'isomorphisme, c'est justement à un vecteur, vous associez son vecteur colonne de coordonnées. Démonstration, je vous laisse voir la linéarité. Il n'y a aucun problème, il s'agit juste de vérifier que les coordonnées de lambda u plus mu v, c'est pareil que lambda fois les coordonnées de u, plus mu fois les coordonnées de v. Donc c'est linéaire. Les dimensions de part et d'autre sont n, par hypothèse. Donc, même dimension finie de part et d'autre, il suffit de vérifier l'injectivité pour avoir un isomorphisme. Mais l'injectivité, elle est immédiate. Appartenir au noyau, ça veut dire phi de w égale 0, ça veut dire les coordonnées sont toutes nulles, ça veut bien dire que le vecteur est nul. Donc c'est immédiat, c'est injectif, donc bijectif. Petite remarque, on aurait pu aussi faire une preuve de bijectivité à l'ancienne, enfin par la définition même de bijectif, en donnant une bijection réciproque, la bijection réciproque. En l'occurrence, elle est très simple. Vous voulez partir d'un vecteur de coordonnées et trouver le vecteur. C'est très simple, hein. Vous décomposez selon la base, dans la base, selon ses coordonnées. Hein. Aux coordonnées lambda 1 jusqu'au lambda n, vous associez la somme des lambda i, ui. Donc justement, c'est important de savoir manipuler cet isomorphisme dans les deux sens. Avant, je vous ai donné des vecteurs, je vous ai demandé les coordonnées. Je pourrais très bien vous montrer des coordonnées, vous préciser la base et vous demander le vecteur. Donc justement, reprenons la base de l'exercice 18, 2, x plus 3, x carré plus x moins 1. Si je vous demande quel est le vecteur dont les coordonnées sont 1, 0, 2, eh bien on ne réfléchit pas. Une fois le premier vecteur de base, plus 0 fois le deuxième, plus 2 fois le troisième. On calcule, ça fait 2x carré plus 2x plus 1. Voilà, c'est important de maîtriser ces deux choses, les calculs dans les deux sens, passer des coordonnées au vecteur ou des vecteurs aux coordonnées. Une fois que ça c'est clair, on peut passer au concept de matrice d'une application linéaire cette fois. Alors j'avais écrit dans une base dans le poly, je préférerais dire entre deux bases, c'est plus général. Petit préambule pour expliquer ce qu'on va faire. On sait qu'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base. C'est une des premières choses qu'on a dites dans ce chapitre. Par ailleurs, ce qu'on vient de voir, c'est que l'image de chaque vecteur de base, elle est entièrement déterminée par ses coordonnées, dans la base d'arrivée de votre choix. Moralité, si vous rassemblez toutes ces coordonnées, disons vous avez un certain nombre de vecteurs de départ, vous les transformez, vous regardez toutes les coordonnées, tout ça, ça ne fait plus qu'un certain tableau de nombres, une matrice. L'idée, c'est que cette matrice détermine entièrement f. Et mieux que ça, ce qu'on va développer dans toute cette partie, c'est le lien entre les calculs matriciels et les calculs dans les applications linéaires. Donc on y va, voilà la grosse définition du chapitre. Alors la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de corriger, il y a une grosse erreur. Dans le poly que vous avez, il y a un J que je suis en train d'encadrer ici, qu'il faut impérativement corriger en I. Pour l'instant, vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire, mais faites la correction. Et ensuite, on parle de cette définition. Alors, cette définition est particulièrement longue, mais en fait, si je devais encadrer la partie définition, elle est juste là. Tout ce qu'il y a en dessous, c'est l'explication de la définition. J'ai choisi de la rajouter dans la définition parce que trop souvent, cette définition n'est pas comprise, ou pire encore, même pas su. Donc il faut impérativement savoir cette définition, connaître cette définition, mais il faut aussi la comprendre. Alors justement, expliquons-la ensemble. Donc on prend deux espaces de dimension finie, disons P et N respectivement, avec des bases, les U1 jusqu'UP, les V1 jusque Vn. Une application linéaire petit f entre les deux. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque vecteur de la base de départ, que je note les UJ, je les décompose dans la base d'arrivée, la base des VI. C'est ce que j'encadre ici, hein. Donc pour tout J entre 1 et P, je décompose f de UJ selon les VI. Donc ça me donne la somme pour I allant de 1 à N.
Et là, pour les scalaires, pour les coordonnées, j'ai besoin de deux indices, puisque je suis en train de décomposer l'image du jm vecteur de base selon les VI. Donc je note ça A indice IJ, le coefficient qui apparaît dans cette décomposition. Alors si vous prenez la matrice des AIJ, qu'on appelle grand A, elle a donc n lignes, i allant de 1 à n, p colonnes, j allant de 1 à p, et bien c'est ce qu'on appelle la matrice de F relativement aux bases BE et BF. Et on la note comme ça, attention, on la note mat BF, BE de petit f. On met d'abord la base d'arrivée, ensuite la base de départ. Explication maintenant. Elle est de taille n fois p, on vient de le dire. Et la phrase qui vous permet de retenir tout ça rapidement, c'est que les colonnes de cette matrice, ce sont les vecteurs colonnes des coordonnées dans la base d'arrivée, des vecteurs de la base de départ transformés. Je vous laisse vérifier ça. Quand je parle d'une colonne de A, c'est que j'ai fixé J et je fais varier I. Donc si j'ai fixé J, regardez, c'est que je suis en train de transformer un vecteur fixé de la base de départ. Et puis la colonne en question, pardon, elle est formée de tous les AIJ pour I allant de 1 à n. C'est bien les coordonnées selon la base d'arrivée de ce vecteur transformé de la base de départ. On va mettre en pratique tout ça tout à l'heure, ça va vous paraître beaucoup plus simple que la définition, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, il faut la connaître. Juste une petite précision de vocabulaire, si f appartient à L de E, ainsi grand E égale grand F, et qu'on prend une même base BE au départ et à l'arrivée, on ne va pas noter mat indice BE, virgule BE, ça sert à rien, on le notera juste mat indice BE de F. Avant de faire des exemples, juste une petite remarque importante sur les notations. Surtout pour ceux d'entre vous qui travaillent avec des ressources extérieures, faites attention, il n'y a pas de consensus sur la notation. Il y a pu y avoir quelque chose qui a pu vous paraître bizarre dans la définition, c'est que on parle de matrice de F relativement aux bases BE au départ, BF à l'arrivée, mais dans la notation on met BF d'abord et BE après. Pourquoi on fait ça? Pour être cohérent avec la taille de la matrice. C'est une matrice de taille n fois p, et c'est justement la base d'arrivée qui a n vecteurs, et la base de départ qui a p vecteurs. Donc pour être cohérent avec la taille n fois p, on note BF, BE. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de tous les ouvrages, de tous les pays. C'est courant par exemple en Angleterre ou aux États-Unis de noter plutôt BE, BF. Donc faites attention si vous allez voir des livres à ce que tout soit cohérent. Ok. Alors, poursuivons, on va faire un premier exemple fondamental. C'est juste un exemple, mais je pourrais dire exemple fondamental. Si E est de dimension n et BE désigne n'importe quelle base de E, la matrice entre BE et BE, donc je dis juste la matrice dans BE de l'identité, c'est la matrice identité. C'est pour ça que les deux s'appellent identité. Vérifions. Alors, matrice dans BE de l'identité égale, et c'est là qu'on va mettre en pratique l'explication de la définition que je viens de vous donner. J'ai ici les vecteurs de base transformés. Je vais les appeler U1, les vecteurs de base, U2, etc. id de U1 jusqu'à id de UN. Et puis selon, eh bien U1, UN. Id de U1, c'est U1. C'est le principe même de id. Donc quand je décompose U1 dans la base U1, etc., UN, c'est immédiat. Une fois U1 et 0 fois les autres. Pareil pour U2. Id de U2, c'est U2, c'est-à-dire une fois U2 et 0 fois les autres. Vous me suivez, on arrive bien à la matrice identité. Le dernier, id de UN, c'est 0 fois tout le monde, sauf une fois UN. C'est bien IN. Voilà la démonstration. Allez, un exemple où on va faire un peu plus de calcul, mais vous allez voir que ça reste très léger. De R3 dans R2, à x, y, z, j'associe ce machin. Alors, on sait que c'est linéaire, on l'a déjà vu dans les exemples au tout début, donc je ne le refais pas.
Je vais noter B la base canonique de R3, B' celle de R2, et je prétends que la matrice relativement à B et B' de F est la suivante. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait ça se voit directement, regardez. Ce 2, 1, 0, 1, moins 1, 1, vous allez voir d'où ils viennent. Alors, je vous montre comment j'ai obtenu cette matrice. Donc, matrice relativement à B et B' de F, c'est, eh bien, je vais de R3 dans R2, donc j'indique mes vecteurs, mes colonnes, c'est les coordonnées des vecteurs de la base de départ transformée, donc F de 1, 0, 0, F de 0, 1, 0, et puis troisième colonne F de 0, 0, 1, selon la base canonique de l'espace d'arrivée, R2, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1. Il n'y a plus qu'à faire les calculs. Qu'est-ce que F de 1, 0, 0? Eh bien, c'est 2, 1. Qu'est-ce que F de 0, 1, 0? Il n'y a que Y qui vaut 1, les autres valent 0, donc c'est finalement les coef qu'il y a devant Y. 0, 1. Et enfin, F de 0, 0, 1, tous vos 0 sauf Z, donc j'ai juste à regarder les coef devant Z, moins 1, 1. Donc les petites explications que je viens de vous donner, c'est ce que j'entendais quand je disais relativement aux bases canoniques, ça se voit directement, les matrices. Au lieu de dire relativement aux bases canoniques, parfois on dira canoniquement associées, vous pouvez noter ça. Canoniquement associées. J'utiliserai parfois cette expression. Avant de passer à ce théorème, j'aimerais juste montrer un autre exemple de matrice d'application linéaire qu'on avait déjà fait, qu'on avait déjà calculé sans le savoir. On remonte un peu. Lors de la séance précédente, il y avait cet exercice, voilà, l'exercice 15, avec une application qui partait des polynômes de degré inférieur ou égal à n et qui arrivait dans k puissance n plus 1. À ce polynôme, j'associais ce n plus 1 uplet. On avait voulu calculer le rang de phi, qui était donc aussi le rang d'une famille génératrice de im-phi. Et la famille génératrice qu'on avait pris, ben, c'était la base canonique. Au départ, qui se fait donc transformer en phi de 1, phi de x puissance n. Pour calculer le rang de cette famille, ben, j'avais écrit les coordonnées des vecteurs, comme on l'a appris lors de la partie calcul du rang d'une famille de vecteurs. Et bien regardez, la matrice qu'on obtient ici, c'est en fait la matrice relativement aux bases canoniques de phi. Alors là, il y a une grosse erreur que vous allez corriger. On voit ça ensemble. J'ai bien mes vecteurs de base transformés en colonnes. J'ai leurs coordonnées, pardon, mais leurs coordonnées dans quoi? J'ai mis dans la base 1x, x puissance n ici. Ça n'a bien sûr pas de sens, puisque l'arrivée, c'est pas des polynômes. C'est k puissance n plus 1. Donc ici, effacer le 1x, x puissance n, etc. C'est bien sûr la base canonique de k puissance n. Donc on efface tout ça dans la base, ou selon la base canonique de k puissance n, c'est-à-dire 1, 0, etc. 0, 1, 0, etc. 0, 0, 0, 1. Voilà. J'explique pourquoi c'est bien ça. Ben, on a calculé les vecteurs de base transformés. Phi de 1, c'est le vecteur avec que des 1. Phi de x, c'est le vecteur avec un 0, puis que des 1, etc. etc. Reste à écrire ces coordonnées en colonne dans la matrice. Donc c'est juste ce que j'ai fait. J'ai reporté ces vecteurs en colonne dans la matrice. On peut revenir à nos matrices d'application linéaire, là où on s'était arrêté. Et voilà le gros théorème de la partie, la correspondance entre application linéaire et matrice. Donc je garde les notations précédentes, et je vais appeler grand psi l'application qui a une application linéaire associe sa matrice relativement aux bases BE et BF.
Eh bien, je prétends que c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. À toute application linéaire correspond une unique matrice, et réciproquement, à toute matrice correspond une unique application linéaire. Et de plus, cette correspondance est linéaire. C'est-à-dire que la matrice de lambda f plus mu g, c'est lambda fois la matrice de f, plus mu fois la matrice de g. Démonstration, justement, on commence par la linéarité. Je vais noter grand A, la matrice de f, grand B, la matrice de g. Je cherche à montrer ce que je viens de dire. Alors, c'est important de connaître votre définition, justement, parce que par définition de A et B, eh bien, il faut savoir écrire ce que sont les f de uj, les g de uj. Donc je reprends juste la définition. Pour tout j entre 1 et p, f de uj, c'est la somme des aij, vi, où les aij sont les coefficients de A. Pareil pour g avec les bij. Donc j'ai juste à calculer, j'en déduis que lambda f plus mu g de uj, c'est la somme des lambda aij plus mu bij de vi. Ben, je reconnais bien ici mes coefficients, ceux qui forment par définition la matrice de lambda f plus mu g. Ben, je reconnais bien lambda fois les coef de A plus mu fois les coef de B. C'est-à-dire que ma matrice recherchée, c'est bien lambda A plus mu B. Bijectivité. Alors, comme on ne connaît pas la dimension de L de EF, on ne peut pas se contenter de vérifier l'injectivité ou la surjectivité. Donc il va falloir montrer les deux. Ou même plus simplement, on va prendre la définition de bijectif, qu'on a vu il y a très longtemps, et on va juste montrer, on va trouver la bijection réciproque. Ou on va vérifier la définition, pardon, on va vérifier la bijectivité en trouvant pour chaque matrice A un unique antécédent. Donc une unique application linéaire qui vérifie psi de f égale A. Ça veut dire quoi psi de f égale A? Ben, encore une fois, c'est la définition. Ça veut dire que pour tout j entre 1 et p, f de uj se décompose comme ça, somme des aij, vi. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une unique manière de faire ça? Mais ça, on le sait déjà. Comme une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base, oui, c'est possible, et oui, c'est unique. Donc c'est terminé. Voilà pour le théorème. Alors, avant de passer à l'exercice 19, j'ai oublié un exemple fondamental que j'ai réécrit ici à droite et que vous allez glisser ici. Enfin, vous ne pourrez pas, mais que vous écrirez à côté. Mettez une astérisque ou quelque chose pour vous en souvenir et allez le voir quand vous révisez. Exemple fondamental, je pars d'une matrice, soit A, une matrice de taille, on va dire, PQ, et je regarde l'application F qui va de RQ dans RP, qui a x1 jusqu'à xq associe le produit A fois mon vecteur colonne. Cette application, vous savez déjà qu'elle est linéaire, hein, on l'a déjà beaucoup étudiée, c'est une propriété du produit matriciel. Et sa matrice canoniquement associée, donc je remets l'explication, c'est-à-dire relativement aux bases canoniques, eh bien c'est A. Donc quand vous faites grand A fois grand A fois vos variables, fois votre vecteur colonne de variables, pardon, cette application linéaire A pour matrice A. Donc là on est vraiment en train d'entrer dans le cœur du sujet de la correspondance entre matrice et application linéaire. Je vous explique pourquoi c'est vrai ce que je raconte. Donc on vérifie comment construire la matrice canoniquement associée à f. Eh bien on transforme les vecteurs de base et on les décompose. Donc je regarde f du im vecteur de base, qui est en im position à un 1 et des 0 ailleurs. Et je fais le produit matrice-vecteur. Donc j'ai ma matrice A fois ce vecteur qui n'a que un 1 en im position. C'est important de comprendre ce égal là. C'est du produit matriciel qu'il faut parfaitement maîtriser. Quand j'applique mon produit matriciel, je me rends compte que sur la première ligne, il n'y aura que A1i. Pareil sur la deuxième ligne, etc. Sur la pème ligne, il n'y a que A indice PI. Quelle est cette colonne? Eh bien, c'est la im colonne de A, tout simplement.
Moralité, les coordonnées du IM vecteur de base transformé, c'est la IM colonne de A. Conclusion, la matrice de F, c'est A. Okay, donc c'est vraiment un exemple fondamental qui vous dit, quand vous faites des produits matrices vecteurs comme ça, c'est une application linéaire, et puis canoniquement associée à la matrice qui apparaît. A. Alors profitons de cet exemple fondamental justement pour regarder l'exercice. Donc on peut utiliser cette observation, cet exemple fondamental, pour en fait reconnaître des applications linéaires de ce type, de type produit matrice vecteur, et du coup on peut démontrer que certaines applications sont linéaires sans faire aucun calcul, sans faire des calculs un peu longs, comme vous le faisiez jusque-là. Donc à utiliser avec parcimonie, parce que ça vous demande de bien comprendre ce que vous faites, de bien expliquer ce que vous faites. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr de vous, plutôt que d'écrire quelque chose de très court, mais de faux ou d'incompréhensible, faites votre démo habituelle de la linéarité. Mais si vous en êtes déjà à la deuxième démonstration d'application linéaire dans votre copie, ça peut être un gain de temps appréciable et puis même acceptable par le correcteur, parce qu'il sait que vous savez ce qu'est une application linéaire. Donc, évitez peut-être de faire ça de but en blanc dès le début dans une copie, mais après un certain nombre de démonstrations, pourquoi pas. Alors, l'application, justement, qui a x, y, z, t, associe tout ce bazar, j'aimerais montrer qu'elle est linéaire et sans faire aucun calcul. Eh bien, on reconnaît, avec les notations de l'exemple fondamental du dessus, on reconnaît l'application canoniquement associée à, l'application linéaire canoniquement associée à une matrice qu'on va écrire. Alors, je mets l'explication entre parenthèses, f de x, y, z, t, vous voulez que ce soit en fait une certaine matrice fois le vecteur colonne, x, y, z, t. Comment réaliser ce x plus y moins t? X plus y plus 0z moins t, en première coordonnée du résultat. Eh bien, x plus y plus 0z moins t. Le vecteur d'arrivée, il a 3 coordonnées, donc ma matrice aura 3 lignes. Comment faire ce 2x moins y plus z plus t? 2x moins y plus z plus t. Quand vous développez votre produit matriciel, on est d'accord, c'est bien ça qui apparaît. 2 fois x moins 1 fois y plus 1 fois z plus 1 fois t. Et enfin, comment vous faites ce x moins y plus z moins t? X moins y plus z moins t. Donc la matrice en question, c'est 1, 1, 0, moins 1, 2, moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, moins 1. D'accord, donc voilà, une démonstration extrêmement rapide, qui met quand même plusieurs choses sous le tapis. C'est pour ça que je vous suggère de ne pas forcément faire ça comme première démonstration de linéarité dans vos copies. Les choses sous le tapis sont les suivantes. Produit matrice vecteur, c'est linéaire, ce qu'on sait, on va dire, par rapport aux règles de calcul sur les produits matriciels. Et l'application cachée derrière cette matrice, c'est bien celle qui est mentionnée. Ce qui a été expliqué dans l'exemple fondamental au-dessus. Mais voilà, si vous avez démontré à votre correcteur que vous avez bien compris le concept d'application linéaire, c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre de faire et qui vous fera gagner du temps. Ok, et on termine avec un dernier exercice. Alors, avant ça, une petite remarque, l'utilité de ce théorème, on va surtout s'en rendre compte après, c'est que, en dimension finie, tous les calculs peuvent se faire avec des matrices. Donc, encore une fois, c'est extrêmement important de maîtriser le calcul matriciel. Comment voyager ensuite entre le monde des matrices et le monde des applications linéaires? Comment se traduit telle ou telle chose, la composition,
l'évaluation en un vecteur, etc. Ça, ce sera le but des séances prochaines. Mais pour l'instant, on se contente juste de comprendre comment associer des matrices à des applications linéaires et vice-versa. Donc justement, vice-versa, je vous donne cette fois-ci une matrice, et je vous dis, je vous demande de déterminer l'application linéaire qui a A pour matrice, relativement aux bases canoniques de K2 de x et K3 de x. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Il s'agit d'appliquer la définition à l'envers, finalement. Ce 1, 0, 0, 0, c'est les coordonnées de f de 1. Vous avez ici les coordonnées de f de x et les coordonnées de f de x carré. Dans la base 1, x, x carré, x cube. Autrement dit, vous connaissez f de 1, f de x et f de x carré. Mais si vous connaissez f de 1, f de x et f de x carré, vous connaissez n'importe quel f de n'importe quel polynôme. Je vous laisse écrire tout ce que je viens de dire, mettre les détails, et on débriefera ça ensemble. Voilà pour aujourd'hui, merci.